Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, on finit les cartes survivantes de niveau 0 de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates avec les cartes Préparatifs, Prédateur ou Proie et Faire la Lumière. Voilà, j'ai vérifié un truc rapidement. Donc première carte, Préparatif. La carte n'a pas de coût, elle a les traits dilemme et tactique, 2 dilemmes max par round, révélation, choisissez 2 compétences, volonté, intelligence, force ou agilité. Jusqu'à la fin de la phase d'investigation, chaque investigateur obtient +1 à chacune des compétences choisies et -1 aux autres compétences. Alors déjà, c'est un dilemme. Donc les dilemmes... Blablabla, ces cartes n'ont pas de coût, elles ne peuvent pas être jouées, leur effet est résolu lorsqu'elles sont piochées ou ajoutées à votre main. Après avoir résolu une capacité de révélation d'une carte dilemme, placez-la dans la défausse de son propriétaire. Les capacités de révélation ne sont pas résolues lors de la mise en place. Si une ou plusieurs cartes joueurs avec des effets de révélation sont piochés lors de la mise en place, attendez que la partie commence, ensuite chaque joueur, dans l'ordre des joueurs, résout tous les effets de révélation dans l'ordre de leur choix. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié qu'il y avait un truc dans la FAQ, je vais regarder rapidement s'il est là. Un FAQ... Bon... Il faudrait regarder dans le livret, je pense qu'il y a quelque part marqué qu'est-ce qu'on fait si on a plus de 2 dilemmes. Bref. Donc là c'est particulier, c'est nouveau à cette boîte, des cartes joueurs qu'on ne peut pas choisir de jouer. Dès qu'on pioche préparatif ou que s'ajoute à notre main, on doit le résoudre. Voilà. Alors, non, il n'y a pas grand chose qui est dit là-dessus. Du coup, cette carte-là, vous la piochez, vous la recevez en main, vous choisissez 2 compétences. Tout le monde a +1 à chacune de ces 2 compétences, -1 à chacune des 2 autres. Si vous piochez ça pendant la phase de mythe, ça vaudra pour toute la prochaine phase d'investigation. Si vous jouez ça, si vous devez résoudre l'effet de révélation, au début de votre tour, pendant la phase d'investigation, l'effet marche pour le reste de votre tour et le tour des autres investigateurs qui n'ont pas encore joué. Si vous le piochez, mettons, à la fin de votre tour, mais pendant votre tour, par exemple avec étui à cigarette porte-bonheur, vous réussissez un test de 2, vous inclinez l'étui, vous piochez une carte, c'est préparatif, vous le révélez, vous dites, voilà, mettons +1, +1, -1, -1 pour tout le monde, voilà, c'est la fin de mon tour, j'ai été le dernier à jouer, donc c'est la fin de la phase d'investigation, donc en fait ça sert à personne. Bon, c'est... Voilà, le timing va être bizarre. Et si vous le piochez après la phase d'investigation, ça marchera de ce moment-là à la fin de la phase d'investigation du round prochain. Alors, dans quelle situation ça peut être le cas ? C'est... que j'essaie de trouver un bon exemple. Imaginons que vous avez un test à faire pendant la phase des ennemis. Allez, mettons, vous avez le couteau de survie, un ennemi vous attaque, vous résolvez l'effet, la réaction du couteau de survie, donc vous faites un test, vous réussissez le test de 2, vous utilisez étui à cigarette porte-bonheur pour piocher, c'est préparatif, immédiatement vous devez le révéler, vous dites je choisis -1 en volonté, -1 en intelligence, +1 en force, +1 en agilité. Dans l'ordre des joueurs, je
crois que c'est dans l'ordre des joueurs pendant la phase des ennemis, il me semble. Bref, le joueur suivant, lui aussi, il se fait attaquer, lui aussi, il a le couteau de survie, et ben, il bénéficie de préparatifs. Phase du mythe suivante, vous avez encore l'effet, donc -1, -1, +1, +1. Et phase d'investigation suivante, tout le monde a les bonus et les malus. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le timing. Alors concrètement, pour moi, cette carte-là, elle est idéale quand vous jouez des événements qui additionnent des compétences. Non, pardon, commençons par le commencement. Cette carte-là, vous choisissez pas quand vous la jouez, vu que c'est une carte dilemme. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver, donc vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. À la limite, si vous jouez en solo et que vous faites tout sur une ou deux valeurs de compétences, par exemple vous êtes un mystique, si vous jouez Agnès Baker et que vous avez mis ça dans son deck, vous dites bon c'est simple, je choisis volonté et intelligence, et tout ce que je peux, je le fais à la volonté, éventuellement j'enquête avec mon intelligence, et si je pioche une traîtrise qui me fait faire un test, il y a des chances pour que ça soit un test de volonté. Si vous jouez en duo, a priori il y a un combattant et un enquêteur, donc vous allez probablement choisir de booster la compétence avec laquelle le combattant combat et la compétence avec laquelle l'enquêteur enquête. Mais s'il y a un test à faire sur une traîtrise et que ça demande la volonté, vous aviez choisi de mettre -1 à la volonté, à moins que l'un des deux utilise sa volonté pour le combat ou pour l'enquête. Donc c'est délicat. Voilà, alors mettons, dans certains cas ça va être très bien. Si tout le monde autour de la table utilise majoritairement sa volonté, vous choisissez volonté et intelligence parce que c'est toujours bon de pouvoir faire des enquêtes. Si tout le monde utilise son intelligence, par exemple parce que le combattant c'est un chercheur qui combat avec j'ai un plan, avec le je sais jamais comment s'appelle l'événement qu'il y a dans le pack d'Harvey, et avec le rituel de sang, pas de problème, vous choisissez intelligence et volonté, l'enquête a un bonus de +1, le combat un bonus de +1, si vous piochez une traîtrise qui fait tester votre volonté, vous avez un bonus de +1. De la même façon, vous jouez 2 truands, il est possible que les deux se basent sur l'agilité. Donc c'est une carte, faut voir ce que les investigateurs dans le groupe utilisent comme compétence principale, et ça peut aider de savoir quels sont les tests de compétences que demande de faire le deck de rencontre. Voilà. Maintenant, un truc qui est intéressant, c'est de jouer cette carte-là parce que dans le groupe, des joueurs jouent des événements qui ajoutent les valeurs de compétences. Par exemple, la lame spectrale des mystiques, qui fait du combat en ajoutant la volonté. Si comme 2 compétences vous avez choisi force et volonté, lame spectrale gagne 1+2. Lire les signes, enquête à intelligence plus volonté, donc si le combattant combat la volonté, vous dites je choisis comme 2 compétences volonté intelligence, ça aide le combattant à combattre et ça aide beaucoup l'enquêteur à enquêter. Et bien évidemment, il y a tous les événements truands qui peuvent remonter en main. Là j'ai coup bas, on combat en ajoutant son agilité, donc encore une fois grâce à préparatif on peut avoir un +2 additionnel. Si on réussit de 1 ou plus, on échappe automatiquement à l'ennemi attaqué. Si on réussit de 3 ou plus, on renvoie la carte dans sa main à la fin de son tour. Se faufiler, on échappe en ajoutant l'intelligence. Forcer l'entrée, on enquête en ajoutant son agilité. Voilà. Il n'empêche que
préparatif reste un dilemme. On ne sait pas quand ça tombe, on n'a aucune maîtrise, sauf que, heureusement, dans ce pack, on a Katia Eastbank, une alliée de niveau 2. Réaction, quand vous piochez une carte non faiblesse du dessus de votre deck avant de résoudre n'importe lequel de ses effets, inclinez Katia Eastbank, placez cette carte face cachée sous Katia Eastbank, limite de 5 cartes sous elle, piochez une nouvelle carte pour la remplacer. Action, piochez n'importe quelle carte sous Katia Eastbank. Donc concrètement, vous avez préparatif dans votre deck, vous mettiez Katia Eastbank, et si quand vous piochez préparatif, ça vous dites c'est pas le bon moment, et ben pas de problème, allez hop, on glisse la carte sous Katia, et quand c'est le bon moment, pour une action on la pioche. Alors, certes on se privera d'une action pour bénéficier du bonus de préparatif, mais au moins, à ce moment-là, vous dites, bon écoutez les gens, alors je vérifie, préparatif, c'est pour tout le monde, pas forcément dans votre lieu. Donc, vous jouez à 4 investigateurs, à un moment donné vous dites aux autres, écoutez, je commence, première action, je pioche mon préparatif, allez, maintenant tout le monde a les 2 bonus et les 2 malus. Pour vous, c'est 2 actions, pour chacun des 3 autres, c'est 3 actions, donc ça fait un total de 11 actions quand vous le choisissez. Par exemple, vous êtes dans le lieu final, il faut retirer tout plein d'indices, vous dites +1 d'intelligence pour tout le monde. Voilà, vous dites, eh ben, personne n'a pioché d'ennemis à la phase de mythe, donc on va pouvoir tous se concentrer sur l'enquête, au lieu de faire 12 actions d'enquête avec notre intelligence, on va faire 11 actions d'enquête à intelligence +1. Voilà. Carte suivante. Prédateur ou proie. Donc un événement qui n'a pas de coût. Trait dilemme et tactique. 2 dilemmes max par round. Donc encore un dilemme. Révélation, s'il n'y a aucun ennemi en jeu, piochez une carte. Sinon, vous devez décider. Chaque ennemi non engagé se déplace une fois en direction de l'investigateur le plus proche. Chaque investigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui et se déplace une fois en s'éloignant de l'ennemi le plus proche. Donc déjà, première chose, s'il n'y a pas d'ennemi, cette carte est remplacée et elle ne vous aura servi à rien. Ok. Maintenant, s'il y a au moins un ennemi en jeu, soit les ennemis non engagés, on les rapproche des investigateurs. Donc schématiquement, c'est comme si chacun d'entre eux résolvait un effet chasseur, ou désengagement automatique des ennemis engagés et déplacement des investigateurs en les éloignant des ennemis. Bon. Alors. Le premier effet, ramener les ennemis vers soi, ça peut être un truc de tank. Vous vérifiez le placement des ennemis, des investigateurs, vous dites c'est William Yorick qui est le plus proche de tous les ennemis, et ben je joue l'effet les ennemis approchent. Tous les ennemis arrivent, ils engagent tous William Yorick, et là ben William Yorick il s'en occupe. Donc potentiellement vous êtes engagé par plusieurs ennemis, donc vous devez tous les gérer, il faudra encaisser. C'est peut-être le moment de sortir pas sans combattre. Donc il y a un icône de volonté, un icône de force, un icône d'agilité, et qui gagne un exemplaire de chacun de ces icônes en plus par ennemi engagé avec vous. Sachant qu'on ne peut attribuer la compétence que si on n'a engagé qu'un ennemi. Donc de base, 2 icônes de volonté, 2 de force, 2 d'agilité. Si on a engagé avec 2 ennemis, c'est 3, 3, 3. 3 ennemis, c'est 4, 4, 4, etc. À noter, si vous êtes dans cette logique, ça peut être parce que vous avez le lance-flamme. Vous faites se déplacer les ennemis, ils arrivent tous, enfin ils engagent l'utilisateur du lance-flamme, et du coup maintenant il n'a pas à dépenser des actions pour
pour engager les ennemis, il a tout simplement à faire ces 3 actions de combat pour faire jusqu'à 12 dégâts sur les ennemis qui, avant ça, étaient dans plusieurs lieux différents. Alors sachant que ça concerne les ennemis non engagés. Donc si les ennemis sont déjà engagés, ils ne sont pas désengagés puis réengagés. Autre chose, si les ennemis ont un mot-clé, je crois que c'est un mot-clé proie, par exemple proie investigateur avec la volonté la plus faible, alors il me semble, je pense, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'à chaque déplacement, l'instruction de proie est respectée, donc potentiellement quand vous déplacez les ennemis, ils vont engager un investigateur qui préférait ne pas être engagé. Et encore une fois, prédateur ou proie, on choisit pas quand est-ce qu'on l'utilise, donc on peut pas dire à un investigateur sors du lieu, j'ai un truc à faire, il faut pas que tu sois là. Voilà. Maintenant, le deuxième effet, les investigateurs se désengagent et se déplacent. Alors non, d'abord, je couperai juste avant. Alors restez derrière moi, je sais plus pourquoi je l'avais mis. Rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois qu'un ennemi devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu, il vous attaque à la place. Ensuite, il vous engage, annulez une horreur infligée par chaque attaque ainsi effectuée. Ouais. Ok, je vois. Je pense. Vous résolvez prédateur ou proie, vous faites se déplacer les ennemis vers les investigateurs. Comme je le disais juste avant, certains ennemis deviennent engagés avec le mauvais investigateur. Pendant la phase d'investigation, dès le début, vous jouez restez derrière moi, ou en tout cas quelqu'un à la table joue ça. Les investigateurs qui sont engagés avec des ennemis et qui idéalement ne devraient pas l'être, jouent dans un premier temps. Donc, je reviens sur mon exemple, voilà, vous jouez Tommy Muldoon. C'est lui qui avait résolu prédateur ou proie et fait se rapprocher les ennemis. Rex Murphy est engagé avec un ennemi. Donc, début de la phase d'investigation, Rex Murphy commence. Dès le début du tour de Rex Murphy, Tommy Muldoon joue restez derrière moi. Rex Murphy déclare qu'il fait une enquête. Ça provoque une attaque d'opportunité. Restez derrière moi est résolu. L'attaque est effectuée sur Tommy Muldoon, qui va mettre les dégâts et horreurs de sorte à utiliser sa capacité pour gagner des ressources. Une des horreurs est annulée. L'ennemi engage Tommy Muldoon. Rex Murphy, il résout son action. Il fait la suite de son tour. Et quand c'est au tour de Tommy Muldoon, il est engagé avec un ennemi qui n'avait pas d'instruction de proie et qui donc... S'il y avait 2 ennemis, un avec une instruction de proie et l'autre sans instruction de proie, le premier avait comme proie Rex Murphy, donc il s'est déplacé et il a engagé Rex Murphy. Le deuxième, on l'a déplacé, on a dit le plus simple, c'est qu'il engage Tommy Muldoon. Maintenant, grâce à rester derrière moi, les deux sont engagés avec Tommy, et Tommy dit voilà, super, maintenant une attaque au lance-flamme, et en une attaque réussie, les deux sont vaincus. Voilà. Maintenant, le deuxième effet, on se désengage de chaque ennemi, et on se déplace en s'éloignant des ennemis. Alors, première chose, c'est un désengagement, pas une évasion, les ennemis sont toujours redressés. Deuxième chose, on se déplace en s'éloignant de l'ennemi le plus proche. C'est-à-dire, le plus proche possible, c'est dans son lieu. Mais, imaginons que dans ce scénario, ou en tout cas ce stade du scénario, il y ait 3 lieux. A, B et C en triangle, et qu'ils soient tous connexes. Donc A connexe à B et C, B à A et C, C, A, B et A. Si dans chaque lieu, il y a un ennemi, et que les 2 investigateurs sont dans le lieu A, en résolvant prédateur ou proie, l'investigateur
où les investigateurs engagés avec l'ennemi dans le lieu A se désengagent et se déplacent en s'éloignant de l'ennemi qui est dans le lieu A. Et ils choisissent, soit ils vont dans le lieu B, soit ils vont dans le lieu C. Sauf que dans ce lieu, il y a un ennemi, donc le premier investigateur à résoudre le déplacement deviendra engagé avec cet ennemi. Sauf si l'ennemi est distant. Donc certes, ça vous désengage de votre ennemi actuel, mais ça peut vous envoyer sur un autre ennemi. En supposant que c'est pas le cas, quel peut être l'intérêt ? Eh ben, pour laisser derrière soi plusieurs ennemis, si les investigateurs sont groupés par exemple en duo, les deux investigateurs sont dans le lieu A, engagés collectivement avec 1, 2, 3 ennemis, prédateur ou proie, ça les envoie dans le lieu B, et maintenant il y a le lieu A avec plusieurs ennemis, eux ils sont dans le lieu B sans ennemis, c'est le bon moment pour jouer une explosion de dynamite. Ou alors, je vais pas creuser, éventuellement si je trouve un truc amusant à dire, je ferai une vidéo de combo, mais avec le piège rudimentaire et filet, vous pouvez dire on se désengage des ennemis, on change de lieu, et maintenant on balance un piège avec un filet dans le lieu qu'on vient de quitter. Et les ennemis, qui sont toujours redressés, vu qu'ils sont dans un filet, maintenant ils restent là où ils sont. Ça pourrait être une idée de deck, ça d'ailleurs. Faire un deck survivant dont le but est de fixer les ennemis là où ça arrange. Bon, on va voir si ça serait efficace. Et enfin, un truc à noter, si vous jouez coup sur coup 2 exemplaires de prédateur ou proie, vous pouvez, révéler coup sur coup 2 exemplaires de prédateur ou proie, vous pouvez d'abord déplacer des ennemis qui sont dans plusieurs lieux vers le même lieu dans lequel se trouvent les investigateurs, puis avec le deuxième exemplaire, vous vous désengagez des ennemis, vous vous déplacez, et des ennemis qui étaient répartis dans 2, 3, 4 lieux sont maintenant tous dans le même lieu, et encore une fois, explosion de dynamite, ou piège rudimentaire avec filet et ou piège explosif et ou vénéneux, ou encore la grenade avec... Comment s'appelle déjà cette carte-là ? Expert en tir ? Un nom de ce genre-là. Enfin voilà. Et comme je le disais juste avant, Katia Eastbank. Vous piochez prédateur ou proie, vous le gardez de côté. Plus tard, à un autre round, vous piochez le deuxième exemplaire, vous le glissez sous Katia, et quand c'est le bon moment, pour une action, vous jouez la carte. Et maintenant, dernière carte de la vidéo, faire la lumière, un événement qui coûte 2, trait, perspicacité et ruse, rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement, vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Ça rappelle la carte dont je parlais dans la vidéo, je crois, d'hier. Exploiter une faiblesse ? C'est ça, exploiter une faiblesse. Donc cette carte-là vous permet, vous êtes en train de faire un test d'enquête qui a une difficulté de 0. C'est-à-dire que vous n'échouez que sur l'échec automatique. Je vais pas vous ressortir mon tableur avec mes 6 pourcentages indiqués, mais schématiquement c'est du 90-95% de chance de réussite. Et ben là, vous payez 2, vous ne prenez pas le risque, le très faible risque, c'est réussi automatiquement, un indice de plus dans votre lieu et un indice supplémentaire dans un autre lieu. Voilà, 2 indices bonus, c'est énorme. Moins il y a de joueurs dans la partie, plus c'est efficace, bien évidemment. Alors on pense, pour la diminution de difficulté, en premier lieu on pense à lampe torche, qui, pour une provision, diminue de 2 la valeur occulte du lieu.
le vieux porte-clés de niveau 3 qui est dans cette boîte, c'est comme le vieux porte-clés de niveau 0, sauf qu'en plus, si la difficulté du test est de 0, on a un indice supplémentaire. Alors là, je trouve que c'est la combo parfaite, c'est extrêmement puissant. Moi je me demande si le vieux porte-clés de niveau 3 sera pas sur la liste des tabous. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2 par exemple, ou en tout cas vous avez un moyen pour diminuer la valeur occulte, diminuer la valeur du test à 2. Vous utilisez le vieux porte-clés, comme vous diminuez de 2 la valeur occulte du lieu pour l'enquête, et qu'éventuellement vous avez d'autres moyens de diminuer la difficulté, vous tombez à 0. Et vous savez que si vous réussissez, vous aurez un indice supplémentaire dans votre lieu. Comme vous êtes à 0, vous jouez faire la lumière, vous dites « je ne pioche pas de pion KO ». C'est réussi, j'ai un indice supplémentaire dans mon lieu, et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Donc la combinaison des deux cartes, ça vous dit 3 indices dans votre lieu, et un autre ailleurs. Total de 4 indices. D'ailleurs, je rectifie, le 4e indice, c'est pas forcément ailleurs, c'est le lieu de votre choix. Potentiellement, c'est 4 indices dans votre lieu en une seule action. C'est fantastique. Je rappelle ce que j'ai dit à plusieurs reprises, en général, il n'y a pas plus de 3 indices par investigateur dans un lieu, en général. Donc si vous êtes dans un scénario dans lequel le but c'est de vider le lieu final de ces indices et que vous jouez en solo, en une action c'est vidé. Si vous jouez en duo, vous en avez pris 4 sur 6. Bon, ben voilà, vous avez fait les 2 tiers. C'est vraiment formidable. Alors, autre carte qui diminue la difficulté, c'est faire avec les moyens du bord. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, ou pareil, une valeur occulte plus élevée, mais vous avez déjà diminué la difficulté. Faire avec les moyens du bord vous ramène à 0. Faire la lumière, 3 indices. Alors pardon. Si vous jouez faire avec les moyens du bord depuis votre main, ça va être 2 indices dans votre lieu et 1 là où vous le souhaitez. Si vous jouez faire avec les moyens du bord depuis votre défausse, c'est 3 dans votre lieu et 1 où vous le souhaitez. Facilité d'apprentissage. À partir de la 3e action de votre tour, la difficulté de chaque test est diminuée de 1, de 2 si vous avez 2 copies de facilité d'apprentissage dans votre deck. Et, évidemment, comme je disais juste avant, tout ça se cumule. Est-ce que... Non, je l'ai pas mis là, mais je rappelle le deck Wendy Adams diminution de difficulté, que j'ai adoré jouer. Le but de ce deck-là, c'est de monter jusqu'à 5 actions par tour, et profiter du fait que les actions 3, 4 et 5, on les fait avec 2 de difficulté en moins, voire encore plus. Donc, action 3, 4, 5, la difficulté est diminuée de 2. Maintenant, dans ce deck-là, je mettrai le vieux porte-clés de niveau 3 à la place du vieux porte-clés de niveau 0. Donc, action 3, 4, 5, l'enquête est effectuée avec une difficulté baissée de 4. Donc, a priori, n'importe quel lieu tombe à 0. Enfin, n'importe quelle enquête effectuée aux actions 3, 4, 5 d'un tour tombe à une difficulté de 0. Faire la lumière. Voilà, donc vous jouez Wendy Adams en expert comme enquêtrice principale. Vous avez dans votre deck 2 copies de faire la lumière, éventuellement 1 ou 2 copies de lampe torche, 1 ou 2 copies de vieux porte-clés de niveau 3. Pardon. 2 copies de faire avec les moyens du bord, vos 2 facilités d'apprentissage. Voilà, même en expert, vous pouvez dire, alors je fais une enquête, elle est automatiquement réussie, et j'ai 4 indices d'un coup, et je prends notamment un indice, je l'ai pas mentionné, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu et
un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu, ça peut vous permettre de découvrir des indices dans des lieux dans lesquels vous ne pouvez pas enquêter. Par exemple, s'il y a une porte verrouillée dans un lieu, vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu, mais vous pouvez y découvrir des indices. Si dans un lieu il y a un ennemi très costaud, grâce à faire la lumière, à distance, vous prenez les indices. Voilà. D'ailleurs, en parlant de prendre les indices à distance, je pense que faire la lumière pourrait aussi entrer dans un deck Minty-Fan barricade. Alors à voir, mais à un moment donné, Minty-Fan est dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, elle dit « Allez hop, j'enquête au vieux porte-clés », alors pour elle c'est de niveau 0. La valeur occulte passe à 0, je joue faire la lumière, 2 indices dans mon lieu, un indice ailleurs. Autre carte, oui, dans cette boîte, discernement. Vous l'attribuez à une enquête, la difficulté est diminuée de 2. Donc une enquête basique dans un lieu à valeur occulte de 2, ou une enquête à la lampe torche dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, ou une enquête avec faire les moins du bord dans un lieu qui a une valeur occulte de 3. Voilà. Ah oui, en truand, il y a Élan, dont je parlais dans la vidéo précédente. Ça vous donne un bonus de +1 à un test. Pour chaque point de réussite de ce test, vous baissez de 1 la difficulté du test suivant. Alors à noter, Élan, vous n'êtes pas obligé de l'attribuer à un de vos tests. Donc, vous pouvez attribuer cette carte à l'autre investigateur qui lui utilise faire la lumière. Lampe torche de niveau 3, oui, c'est pour ça que ça me paraît très bizarre qu'elle se retrouve pas sur la liste des tabous. La lampe torche de niveau 3, elle diminue de 2 la difficulté d'un test, d'enquête ou d'évasion. Peu importe comment on le fait, ça se cumule. Donc, imaginons, donc les concepteurs du jeu se disent, on va mettre un endroit difficile de la campagne. On a un lieu, on lui donne une valeur occulte de 6. On met 2 indices par investigateur. Voilà. Éventuellement, on met un effet du style, si vous échouez lors d'une enquête dans ce lieu, vous subissez une horreur. Voilà. Donc, c'est censé être un lieu extrêmement dur pour les enquêtes. Et si vous avez le bon deck, vous dites j'effectue une enquête grâce à mes 2 facilités d'apprentissage, et vu que je suis à ma 3e action, la difficulté diminue de 2. Donc c'est comme si j'enquêtais dans un lieu à valeur occulte de 4. Mon enquête, je la fais avec le vieux porte-clés de niveau 3. Donc la difficulté baisse à 2. J'utilise ma lampe torche. Ah oui, à noter un truc très important. C'est pour ça que la carte est vraiment fumée. Il n'y a pas de limite. Moi, il n'y a pas de limite, donc je pense qu'a priori on peut utiliser la lampe torche plusieurs fois. Mais bon, bref. Vous utilisez lampe torche, vous diminuez encore de 2, et voilà, votre test a une difficulté de 0. Le lieu a une valeur occulte de 6, vous avez baissé la difficulté à 0, vous aviez encore la possibilité d'ajouter discernement, donc même si le lieu avait une valeur occulte de 8, vous pouviez quand même diminuer la difficulté de l'enquête à 0, et là vous dites, je paye 2, je joue faire la lumière, c'est réussi automatiquement, le vieux porte-clés de niveau 3 me permet d'avoir 2 indices, faire la lumière me permet d'avoir un 3e indice, le 4e indice, je choisis de le prendre dans mon lieu, comme je jouais en duo, il y avait 4 indices, voilà, j'ai pris tous les indices en une action. Et comme ça, ce qui était censé être le point difficile du scénario, c'est devenu trivial. Alors, trivial si vous avez le deck de style diminution de difficulté. Mais voilà, potentiellement, les concepteurs font tout un scénario dont le but c'est, de récupérer des objets qui chacun vous diminue un petit peu la difficulté
de l'enquête finale, voilà, et ben, avec ce deck-là, vous dites, oh ben moi j'ai pas besoin d'aide, j'entre dans le lieu, je mets le paquet, allez hop, automatiquement, les 4 indices, le scénario est fini, il me restait 5 rounds, et voilà. Bon, c'est... Je n'aime pas du tout la lampe torche de niveau 3. Alors je l'aime pas dans le sens où je la trouve trop forte. Alors ça c'est un deck d'Arel Simons que j'ai joué il y a quelques mois maintenant. Ben voilà, vieux porte-clés de niveau 3 en 2 exemplaires, faire la lumière, discernement. Alors je me souviens plus de la quantité de cartes que j'avais réussi à améliorer, mais parce que ça c'est le deck théorique, c'est le deck que j'étais censé obtenir en fin de campagne. J'en suis arrivé très loin, j'ai été déçu par ce deck là. Mais bon, j'en parlerai quand je ferai un deck, quand je ferai une vidéo de deck pour Darrell Simons. J'ai été déçu par le deck dans son ensemble, mais en tout cas, faire la lumière, c'est extrêmement puissant. À partir du moment où dans votre deck, vous avez quelques cartes qui diminuent la difficulté. Et si vous jouez un survivant pour faire des enquêtes, je vois pas de raison de se priver de vieux porte-clés et de faire avec les moyens du bord. Donc à partir du moment, selon moi, où votre survivant doit faire un minimum d'enquête, vieux porte-clés, alors peut-être seulement de niveau 0, et faire avec les moyens du bord, et vu que vous avez de la diminution de difficulté, eh ben, au moins une copie de faire la lumière. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Comme vous l'entendez, je suis en train de perdre ma voix. Alors pour la suite, je me souviens plus exactement quel découpage j'avais fait, donc je crois que la prochaine fois, ça sera ces 3 cartes-là de niveau 1. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.